j'ai été nommée le 1er avril 2019 à la présidence de l'Agence du service civique et je suis la première présidente depuis la création de cet opérateur public en 2010 et j'ai l'honneur de succéder à Martin Hirsch, à François Chérec et à Yannick Blanc et je pense effectivement qu'au bout de 10 ans, il était peut-être temps de nommer une personnalité féminine. Par-delà ça, ce sujet qui est important, mais je dois vous avouer, j'y pense pas non plus tous les jours. J'essaie de remplir mes fonctions, évidemment, avec naturel. Et ça se passe assez bien sans que j'ai besoin de me dire est-ce que ce serait différent si j'étais pas une femme en fait. Donc pour ça, je pense que je suis dans un environnement où en fait les interlocuteurs sont quand même sensibles aux questions des valeurs. Il y a peu de machos dans mon... voilà, si je peux le dire de manière très directe. Dans mes interlocuteurs, mais ça a pas, il y a des exceptions, puis ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie professionnelle, évidemment. J'ai commencé ma vie professionnelle en Allemagne, où j'ai dirigé un centre culturel français à l'est de l'Allemagne, juste après la chute du mur. Je suis restée 5 ans donc, à Rostock, au bord d'une très belle ville au bord de la mer Baltique. Donc ça a commencé là, la rencontre avec les machos, parce que c'était pas toujours facile comme jeune femme, j'avais 25 ans et demi. Il est certain que j'ai parfois eu des difficultés relationnelles, professionnelles, simplement parce que j'étais une femme et que j'étais jeune. Je travaillais beaucoup dans un environnement finalement avec beaucoup d'universitaires, des intellectuels, il y avait beaucoup d'hommes, donc ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été un apprentissage pendant ces 5 ans en Allemagne. Ensuite, j'ai été nommée par le ministère des Affaires étrangères, qui donc m'avait nommée à Rostock. J'ai été nommée à Timișoara, qui est une ville de l'ouest de la Roumanie, où j'ai dirigé pendant 2 ans et demi le centre culturel français, dans un pays extrêmement, à l'époque, je vous parle des années 96-97, un pays extrêmement francophile. Mais pour ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, il y avait encore beaucoup à apprendre. Donc j'ai souffert et j'ai eu vraiment des difficultés à me faire accepter comme femme dirigeante, avec un statut assimilé diplomatique. J'espère y être parvenue, mais ça n'a pas été facile tous les jours, à la fois dans les équipes, dont la moitié était française, la moitié roumaine, et puis dans les interlocuteurs de haut niveau dans la ville. Ensuite, j'ai travaillé chez Arte pendant 10 ans, la chaîne de télévision franco-allemande et européenne, où j'étais responsable du projet d'entreprise et conseillère des présidents, dans une chaîne qui était assez féminine, avec des collègues très, très militantes. Et c'est en fait à ce moment-là que c'est un peu basculé pour moi, cette prise de conscience que en fait, l'égalité femmes-hommes, c'était pas naturel et qu'il fallait que ça reste, que ça devienne un combat permanent ou un militantisme en tout cas. C'est quelque chose, si vous voulez, dans les expériences précédentes dont je viens de vous parler, je sentais bien les difficultés que je pouvais avoir comme femme jeune, mais je n'avais pas encore eu ce désir ou cette capacité de le transformer en fait en militantisme. C'est venu à ce moment-là chez Arte parce que j'ai trouvé des pairs, en fait, femmes et hommes d'ailleurs, qui avaient envie de m'emmener vers cette dimension. D'ailleurs, j'utilise le terme militantiste, c'est un petit peu exagéré me concernant, mais au moins ce désir, cet élan, cette énergie qu'il fallait que les choses bougent et que parfois il fallait taper du poing sur la table ou poser des actes pour être reconnue comme femme égale des hommes. Donc 10 ans chez Arte et ensuite j'ai été nommée secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc toujours dans cet environnement européen franco-allemand avec une dimension jeunesse très forte, où j'ai passé les 3 premières années de mes 10 ans de mandat en tandem avec une femme avec qui j'ai eu des relations très difficiles. Et ça a été douloureux pour moi, bon déjà parce qu'au quotidien rien n'était fluide, mais aussi parce que j'avais l'impression de confirmer cette espèce de préjugé que des femmes qui travaillent ensemble se crêpent le chignon, et ça c'était terrible. Donc ça a été aussi un autre apprentissage
Ensuite, bon, cette personne est partie. Je travaillais 6 ans avec quelqu'un d'autre, un homme cette fois. Et c'était là encore un environnement à l'OFAGE avec beaucoup de femmes, parce que comme souvent, tout ce qui est le domaine de la culture, du social, tout ce qui est soft, c'est très, très féminisé, avec des personnalités assez fortes aussi sur cette question de la cause des femmes, à laquelle s'ajoutait une dimension franco-allemande, parce que le sujet n'est pas traité de la même manière. En France et en Allemagne, la place des femmes est différente, le rôle de la mère est différent, l'histoire est évidemment complètement différente. Donc j'ai appris énormément sur ce sujet-là et me voilà maintenant à l'agence du service civique. L'agence du service civique, c'est un opérateur public qui est donc placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et qui a pour mission de mettre en œuvre, déployer 3 programmes. Le premier, c'est le service civique, comme son nom l'indique. Donc, c'est une politique publique destinée à encourager l'engagement des jeunes dans des missions d'intérêt général, de 6 à 12 mois pour des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Donc, premier champ. Le deuxième champ, c'est que l'agence du service civique est en charge de fonds européens qui permettent, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Erasmus+, jeunesse et sport, donc ces fonds européens permettent aux jeunes d'Europe de se rencontrer dans le champ de l'éducation non formelle, donc hors de la formation, dans des programmes qui sont non professionnalisants au sens formel du terme. Et troisième programme, toujours mis en œuvre grâce à des fonds européens, qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Donc c'est un programme de volontariat européen qui peut être un peu assimilé au service civique. Donc cet opérateur public a un budget très important de plus de 800 millions d'euros, c'est considérable. L'essentiel du budget étant évidemment consacré à l'indemnisation des jeunes en service civique. Et puis vous avez à peu près 40 millions d'euros pour les fonds européens. Et depuis donc, le 14 juillet, nous avons appris dans le cadre du plan de relance et du volet engagement du plan de relance, un programme qui s'appelle Un jeune, une solution. Donc, il a été demandé à l'agence du service civique de permettre à 100 000 jeunes supplémentaires de faire un service civique, le service civique étant considéré comme une réponse à la quête de sens des jeunes dans cette crise. Ce qui nous amènera à la fin de l'année 2021 à 245 000 jeunes qui auront fait leur service civique entre septembre 2020 et décembre 2021. Pour ce qui est des programmes européens, les chiffres sont variables. De toute façon, la mobilité européenne est extrêmement entravée en ce moment, mais je peux donner un chiffre. C'est 140 000 jeunes qui, depuis la création de ces programmes en 2014, le service civique c'est 2010 et les fonds européens Erasmus Jeunesse, Corps européen de solidarité c'est 2014 respectivement 2016, voilà, ça fait à peu près 140 000 bénéficiaires. Donc je pense qu'on arrive à un niveau quantitatif dont on peut dire que ça a un impact sur la société. Alors, en fait, le profil du jeune en service civique, le profil genré, on peut dire aussi le sexe, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais en tout cas, le profil du jeune en service civique, puisque nous sommes dans des thématiques qui touchent en fait au social, beaucoup aux soins, à l'engagement, aussi à la culture, c'est évidemment plus des profils féminins, 61% de femmes, 30% de garçons, 39% de garçons, ce qui est en fait pas si mal déjà, mais évidemment il n'y a pas la parité. Mais par exemple pour un domaine comme l'accompagnement ou la lutte contre l'isolement des personnes âgées, vous avez à peu près 1000 jeunes chaque année qui s'engagent dans des EHPAD, c'est 80% de femmes. Et c'est tout à fait à l'image du pourcentage de femmes, c'est proportionnel au pourcentage de femmes employées comme infirmières, aides-soignantes et autres professions du care et du soin. C'est un combat permanent pour exiger, attendre des structures d'accueil qu'elles fassent aussi plus leur place aux jeunes gens. C'est pas toujours facile. Heureusement, il y a des domaines comme le sport où il y a beaucoup plus de garçons, donc ça permet de rééquilibrer les statistiques. Mais là, vous voyez, on est vraiment dans les stéréotypes. Et je dois dire que
d'abord, le service civique peut faire beaucoup pour faire évoluer la société, mais ne peut pas changer le monde à lui tout seul. Et donc, il faut que l'ensemble de la société évolue pour que ça ait aussi des conséquences sur les statistiques. Hein. Le service civique et cette thématique de l'égalité femmes-hommes, il me tient à cœur de vous dire qu'on a aujourd'hui 2000 jeunes en service civique engagés sur cette thématique et ou dans des associations, voire même des services de l'État en fait, qui militent, qui s'engagent pour l'égalité. C'est par exemple la Fondation des femmes, l'association Révèle, c'est aussi l'association Elle Bouge, mais c'est aussi par exemple les caisses d'allocation familiale qui s'appuient sur les services civiques dans le cadre de programmes de lutte contre la violence faite aux femmes. Hein. C'est aussi des missions de service civique dans le cadre de missions d'accueil de femmes battues par exemple. Hein. Ou le planning familial aussi développe différents programmes sur la thématique de l'égalité où les services civiques sont actifs. C'est à peu près une vingtaine de structures hein, qui sont engagées spécifiquement sur ces thématiques avec des services civiques, mais il faut savoir que l'égalité femmes-hommes, en fait, elle traverse l'ensemble des missions de service civique, par exemple dans le sport. Vous pouvez avoir la Fédération française de hand, un jeune en service civique qui, pour une part, va faire la promotion, par exemple, de la santé, du bien manger, et par ailleurs, être engagé à temps partiel sur la question de la féminisation de la pratique sportive. Donc c'est quand même une thématique qui existe fortement. On a bien l'intention de rendre plus visible, de développer, de labelliser aussi, notamment dans le cadre des JO, où on développera avec le CNOSF des missions spécifiques sur ces thématiques. Pour ce qui est des programmes européens que je présentais tout à l'heure, la question de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi un sujet très important, notamment dans les rencontres de jeunes. Quand vous avez des jeunes qui viennent de 9 pays, c'était le cas en 2019, des jeunes venant de 9 pays d'Europe qui ont travaillé plusieurs jours ensemble sur voilà, les femmes dans chacun de leurs pays, ils ont essayé de mettre ça en commun. Voilà. Donc pour vous dire, c'est vraiment une préoccupation forte des programmes de l'agence. Sur votre question des dérives en fait que peuvent vivre des jeunes en service civique, des dérives qui pourraient prendre la forme de harcèlement ou de violence. Comment vous dire, sur 10 ans, ça fait 10 ans que le service civique existe, il y a plus de 500 000 volontaires en service civique, donc ce ne serait pas crédible si je vous disais qu'il n'y a jamais eu de problème sur 500 000 jeunes depuis 10 ans, mais évidemment c'est extrêmement minoritaire et que quand ça nous remonte, et le plus souvent ça nous remonte sous forme de réclamation, en fait c'est traité immédiatement. Il y a eu quelques cas dans le sport récemment, où on l'a traité immédiatement, donc les jeunes ont été suivis, les jeunes femmes ont été suivies psychologiquement, leur contrat a été immédiatement rompu avec la structure d'accueil dans laquelle ça s'était mal passé, on leur a proposé de poursuivre un service civique dans une autre structure, donc le service civique ressemble au monde tel qu'il est, donc il y a forcément parfois des difficultés, mais c'est extrêmement minoritaire et traité avec, bien sûr, avec le plus grand soin. Et surtout que moi, j'y tiens, évidemment, de par mes convictions, le militantisme dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on a des équipes à l'Agence du service civique très sensibles à ces questions-là et parfaitement réactives. L'impact de la pandémie sur les volontaires, alors sur les deux aspects des métiers de l'agence, le service civique, la mobilité européenne des jeunes. Donc, c'est clair que sur la mobilité européenne, c'est un impact qui est énorme, qu'il a fallu transformer rapidement toutes les mobilités en rencontres virtuelles. Pour ce qui est du service civique, il faut reconnaître que pendant le premier confinement, on a eu beaucoup de jeunes, on a maintenu les contrats et les indemnités des jeunes, mais beaucoup de jeunes n'ont pas pu, en tout cas au début, il y avait 58 en mars ou 18 mars, il y avait 58 000 jeunes en service civique
Et beaucoup n'ont pas pu transformer leur mission en mission numérique, forcément, parce que le service civique, c'est des missions d'engagement auprès du public, d'intérêt général, de terrain. Et donc, c'était plus possible. Donc, beaucoup sont restés chez eux ou sont retournés dans leur famille, heureusement avec leur indemnité maintenue. Il faut reconnaître qu'avec le deuxième confinement, et dans cette période un peu intermédiaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, le 14 janvier, en fait, les jeunes et les organismes d'accueil et surtout les tuteurs ont réussi à accompagner les jeunes finalement à maintenir leur mission sur le terrain. Ils peuvent d'ailleurs bénéficier d'une dérogation spécifique. Nous avons aujourd'hui près de 55 000 jeunes engagés en service civique. Et il faut voir qu'au regard de la complexité de la période, c'est absolument considérable. Que beaucoup de jeunes sont engagés sur des missions qui touchent aux effets accrus ou révélés par la crise sanitaire, c'est-à-dire la lutte contre la pauvreté, la lutte... il faut savoir qu'il y a, par exemple, les Caritas, le Secours catholique, la Banque alimentaire, ATD Quart Monde, ils ont fait savoir qu'il y avait en fait une augmentation des demandes pour les distributions de repas de 20%. C'est considérable, hein. Donc il y a besoin que les jeunes en service civique viennent prêter main forte à ces structures qui luttent contre la pauvreté et la précarisation. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans ce domaine-là, la solidarité, d'autres sur des thématiques de lutte contre le décrochage scolaire, encore une conséquence dramatique de la crise sanitaire, mais aussi, et ça nous mènera à notre sujet, un certain nombre de jeunes qui sont engagés sur des missions de lutte contre la violence faite aux femmes, là aussi accrues depuis la crise sanitaire, 30% d'augmentation des faits de violence faites aux femmes, c'est vraiment dramatique. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels les jeunes s'engagent en ce moment. Il y a bien sûr aussi la transition énergétique qui reste un sujet de prédilection pour les jeunes et qui est d'ailleurs la grande cause nationale pour l'Agence du service civique en 2021. Première grande cause. Et la deuxième, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est une cause qui a émergé suite à une consultation citoyenne que nous avons mis en ligne à l'occasion des 10 ans du service civique en mars 2020.